Moi, je m'appelle Olivière Naïs, je suis originaire de Bruxelles. J'ai développé une pratique, on peut dire, multidisciplinaire qui s'inspire de mon vécu et des rencontres que je fais au fur et à mesure de ma vie. Donc on va dire que j'ai vraiment une pratique ancrée dans le réel. J'ai un passé assez spécial parce que j'étais avocate en droit intellectuel pendant plusieurs années. Et j'ai rebifurqué, mais en fait, j'avais jamais vraiment lâché l'art. Donc, j'ai toujours fait un peu les deux en même temps. Et là, ça fait vraiment 15 ans que je suis vraiment ancrée dans le milieu artistique. Mais mon passé de juriste et surtout de chercheuse en philosophie du droit influence énormément mes recherches artistiques. Dans mes lectures, dans mes centres d'intérêt, dans la façon dont j'essaie de présenter les œuvres d'art, il y a toujours l'idée d'un message. Pour moi, c'est vraiment ça qui est au cœur de mon travail, c'est la conversation. Je travaille avec les gens au départ, je collecte des idées, des slogans, j'interviewe à gauche, à droite. Et après, j'essaye que l'œuvre d'art permette aux spectateurs et aux spectatrices de dialoguer aussi et de faire des rencontres, soit sur le lieu d'exposition, soit par après. Donc le dialogue, c'est vraiment ça, je dirais, le mot-clé de mon travail. Pour créer ce dialogue, je crée des environnements toujours très colorés, très décoratifs. Et en fait, tous ces motifs fonctionnent un petit peu comme des pièges pour attraper le spectateur ou la spectatrice dans un univers qui paraît assez playful, je dirais, en anglais. Et en fait, on se retrouve à parler de sujets un petit peu plus lourds, mais on est déjà dedans, donc on ne peut plus vraiment en sortir. Organiquement, j'essaye de vraiment créer des installations participatives où la conversation va s'opérer de façon plutôt organique. Donc en fait, quand je parle de dialogue, c'est un peu plus cette idée de réintroduire un débat dans la police, dans le sens de la société civile. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus, et c'est un des premiers projets par lesquels je suis sortie de l'atelier, c'était Brussels Anti-Demolition Campaign, où j'ai fait des peintures sur des maisons abandonnées à Bruxelles, où j'avais pas vraiment calculé, mais je me suis retrouvée à parler avec les passants, ils me donnaient leur avis sur mon projet, un peu sur la vie en général. Et c'est là où je me suis rendu compte que dans l'espace public, on est de plus en plus en train de détruire les espaces communs où des personnes qui ne sont pas censées partager les mêmes centres d'intérêt, partager les mêmes lieux de fréquentation, pouvaient s'asseoir et discuter, que ce soit les places, les squares. Tout est en train vraiment de devenir des espaces simplement commerciaux. C'est ça que j'essaye de chercher dans la plupart de mes projets, c'est de rétablir un certain lien, de recoudre un peu un tissu social qui se délite et qui est transféré maintenant surtout sur les plateformes, qui perd évidemment ce rapport direct. Et donc il y a un côté un peu vintage dans mes recherches où quand je collecte et que je fais des interviews de gens, soit je vais dans les transports publics, soit là, rue de la Tulipe, j'ai été sonnée chez les gens en mode un peu représentant commercial. Mais j'essaye de recréer vraiment ce lien direct, le regard, l'échange de regard l'un avec l'autre et la connexion humaine est vraiment super importante pour moi. Et donc par exemple, une des œuvres participatives qui a vraiment abouti de façon très concrète à des débats, c'est un jeu de société. Et je suis en fait arrivée à cette forme d'œuvre parce que je cherchais la forme ultime de participation entre des personnes qui ne se connaissent pas. C'est un jeu de société qui met en scène la vie des femmes dans le monde de l'art. On peut être historienne de l'art, curatrice, artiste. Et l'idée, c'est de se mettre dans la peau des femmes. Quand j'invite les joueuses ou les joueurs, c'est dans des centres d'art public, c'est dans des écoles d'art. L'idée, c'est de jouer ensemble et de confronter ces opinions. Et pour ça, je collabore beaucoup avec d'autres associations. Et c'est là où je pense que ma pratique d'artiste s'arrête. C'est que je ressens de plus en plus le besoin de collaborer avec des associations plus militantes qui prennent le relais et qui donnent des outils, qui ont créé des structures de mentorat, etc., comme par exemple Contemporaine sur la France, qui vont vraiment permettre aux joueurs et aux joueuses qui viennent découvrir mon œuvre d'art de passer à un autre step et de s'engager encore plus sur, ici, le sujet spécifique du statut des femmes dans le monde de l'art, mais ça pourrait être tout à fait un autre sujet. Ma mère est artiste, elle m'a toujours mis des crayons en main, donc j'ai toujours cette pratique du dessin, de la peinture, qui est souvent à l'origine de mes projets. Ça commence toujours dans un carnet de croquis. Quand je discutais avec un de mes anciens profs de Goldsmith à Londres, il me disait en fait toi ton studio c'est dans ton carnet quoi.
Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai pas vraiment eu besoin de studio parce que c'est mes notes, c'est mes croquis, etc. Et mon studio est toujours avec moi. Mais j'ai remarqué que la place des mots prend de plus en plus d'importance depuis quelques années. Et c'est là où je pense que je réconcilie encore plus mon identité de juriste, femme de lettres, avec mes recherches visuelles. J'ai pas de médium spécifique. J'adore apprendre. J'adore découvrir et donc chaque projet est un peu une excuse pour découvrir une nouvelle façon d'appréhender un médium. C'est souvent une relation triangulaire entre trois médiums. J'aime bien avoir trois médiums différents. Je trouve que dans le binaire, on reste un petit peu dans un aller-retour alors que quand on arrive à rassembler ce triangle, on arrive un petit peu à encercler le spectateur d'une certaine façon. Pour cette exposition, j'ai décidé de montrer une pièce qui se compose de 3 éléments. Un tapis mural en forme d'hexagone qui est composé de tulipes, qui sont en fait des tulipes qui datent du XVIIe siècle et qui avaient une maladie qu'on appelait la maladie de la mosaïque. Et cette maladie les rendait encore plus belles parce qu'elle fendait les couleurs des pétales. À côté des tulipes, on retrouve des gestes de main, qui sont en fait le langage de la bourse dans les années 80, avant la computerisation, donc avant qu'on rende tout électronique, et qui font aussi un petit peu penser au calendrier du jardinage, à des gestes plus liés à la terre. Et la forme, c'est une forme d'hexagone qu'on retrouve aussi dans les pots. Elle fait non seulement référence aux alvéoles des abeilles, mais aussi aux premiers comptoirs qui ont été créés dans les marchés boursiers, comme par exemple le London Stock Exchange, qui avant était totalement vide. Et ils ont voulu créer une sorte d'égalité d'accès à l'information en se disant mais si on crée des comptoirs, tous les agents de change pourront voir le taux, le cours, etc. en même temps et ce sera plus seulement des apartés. Et ils se sont pour cela inspirés de la forme des alvéoles parce que c'est une forme qui maximalise les échanges, du coup la production, du coup cette idée de croissance, etc. Alors que dans la nature, on ne fait pas d'économie et c'est la forme la plus optimale, mais c'est pour produire du miel. Et donc c'est toujours un rapport entre le vivant et ce qu'on en fait quand on essaye de le virtualiser pour mettre à bien nos fictions à nous, c'est-à-dire l'argent. En tant que juriste, j'ai beaucoup appris qu'on a créé des fictions pour coopérer, pour s'organiser en société. Et en fait, dans beaucoup de projets, j'essaie juste de montrer le cadre dans lequel on vit et de nous rappeler que ce sont que des fictions qui sont censées nous servir à des fins concrètes et que le problème maintenant, c'est que ça devient des buts en soi. Et donc les médiums sont vraiment liés à l'origine de cette fleur. Et l'idée, c'est en fait de se rappeler d'où viennent les choses. C'est ça que je trouve intéressant dans ce projet et le choix des médiums vient vraiment de l'origine de cette fleur qui est en fait le symbole national en Iran et on retrouve toute cette tradition perse des tapis et sur ces traditions très florales on retrouve énormément de tulipes. Dans les montagnes là-bas elles sont recouvertes en partie de tulipes sauvages qu'on appelle des tulipes renversées qui ont la tête vers le bas et qui sont oranges, sont incroyables. Et elles ont traversé au XVe siècle les pays, elles sont arrivées en Turquie et en Turquie, on retrouve surtout la décoration de céramique, la céramique isnik qui est recouverte de tulipes, etc. Et là, il y a eu une rencontre entre un des sultans qui avait invité un botaniste hollandais et qui lui a donné quelques bulbes qu'il a cultivés là-bas de retour aux Pays-Bas. La légende veut qu'il y a eu un cambriolage et que la culture des tulipes se soit développée aux Pays-Bas après ça. Et maintenant, la plupart des gens ne savent pas du tout qu'en fait la tulipe est une fleur exotique, dans le sens où on l'a ramenée en Europe pour développer un marché, etc. Mais à la base, elle ne vient pas du tout de ce pays-là. Et donc c'est ça l'idée des médiums, c'est de rappeler par des clins d'œil que les fleurs ont voyagé, qu'elles ont tout à fait une autre signification dans d'autres cultures et qu'on s'approprie beaucoup. J'ai commencé par le visuel du tapis quand je me suis intéressée à la crise de 2008. Je dirais que c'est l'installation Petite Sœur du salon de massage All About You qui parlait vraiment de la crise en elle-même avec une chanson d'amour qui était composée en fait des slogans des banques qui s'étaient crashées en 2008. Quand j'habitais à Londres, j'avais mon studio dans le Financial District. Donc j'étais tout le temps entourée de tous ces banquiers, de tous ces financiers. Et je voyais tous ces slogans qui me faisaient penser à des paroles de chansons d'amour. Si on remplaçait le oui par I, c'était vraiment comme ton partenaire qui t'a trompé, qui essaie de te récupérer. Donc j'en ai fait cette espèce de faux salon de massage où on se couche et on écoute la musique. Et les premières recherches datent de cette époque-là. Et en faisant des recherches sur les premiers effondrements du capitalisme, je suis tombée sur cette crise de la tulipomanie qui est en fait très très connue dans le monde financier.
Et ce qui m'a frappé, c'était que c'était une crise à propos de choses périssables, de fleurs, et que cette notion de spéculation, maintenant, s'applique surtout sur des choses non palpables, virtuelles. Et donc cette différence tellement concrète entre un oignon de tulipe qu'on peut prendre en main, pour lequel des gens ont vendu leur maison entière, et maintenant des chiffres sur des écrans qui ne sont pas du tout palpables et qui s'envolent aussi vite qu'ils sont arrivés. Cette différence-là que je trouvais très intéressante. C'est vraiment la pièce centrale à laquelle j'ai voulu rajouter une expérience plus sensorielle, avec cette idée de rentrer chez soi en ayant bu une soupe que j'ai préparée, et aussi cette notion de confiance. Le spectateur, est-ce qu'il va me faire confiance? Ce que je lui propose dans ces pots en céramique, est-ce que c'est comestible? Donc c'est toujours l'idée de confiance qui est en fait aussi l'idée de confiance à la base de notre système financier. L'argent existe parce qu'on fait tous confiance dans la monnaie. Dès qu'il y a des crashs, en fait, c'est parce que tout le monde a peur et tout le monde veut retirer son argent des banques en même temps. Donc j'ai voulu transférer cette idée de confiance carrément sur notre corps. Et puis je cherchais quelque chose de participatif, j'avais vraiment envie de discuter de tous ces sujets. Pendant 5 ans, j'ai habité près de la rue de la Tulipe ici à Bruxelles. Je la connais très très bien et je trouvais que c'était en fait une rue très intéressante à investiguer, un peu par hasard parce qu'elle s'appelle rue de la Tulipe, mais je trouvais ça un chouette clin d'œil, mais aussi parce que c'est une rue super gentrifiée avec un début plutôt expat de la Commission européenne ici à Bruxelles, et puis la zone du parking, un immeuble social, et la troisième zone plus vers Matongué, etc. Donc vraiment l'immigration congolaise et vraiment tout autre type de personnes que j'ai rencontrées. Et c'est toujours cette idée-là, quoi, de commencer par le dialogue, de prendre le pouls dans la société et puis de venir toujours rester dans l'échange. Et donc là, la petite surprise, c'est que quand les gens vont boire la soupe, ils vont découvrir comme un fortune cookie des extraits de phrases de ces dialogues. Et l'idée, c'est qu'ils réagissent, parce que c'est des phrases qui sont assez énigmatiques parfois, et se dire, tiens, est-ce que c'est une prédication, ou bien qui a dit ça, etc. Et donc qu'ils n'aient pas tout de suite toutes les informations, et en parlant les uns avec les autres des différentes phrases qui vont se retrouver dans les pots, d'essayer de recoudre l'histoire. Je suis en train de travailler sur une expo solo qui aura lieu en septembre 2024. J'étais invitée par Laurent Courtens, qui est curateur à l'Institut des sciences du langage plastique et esthétique, ici à Bruxelles. Et cette expo-là est la continuation d'une expo solo que j'avais eue au musée d'Ostende, sur invitation de la curatrice Ilse Rosen. Et là, j'avais vraiment travaillé sur un sujet très très personnel, qui est en fait lié à mon histoire familiale. Ma grand-mère est espagnole, elle s'appelle Purificación Hernáiz, de qui j'ai pris le nom de famille comme nom d'artiste. Et elle a dû fuir la guerre civile quand elle était enfant. J'ai travaillé dans un premier temps sur cette immigration espagnole en Belgique et aussi en Russie. Pour la Russie, j'ai monté toute une exposition qui a été montrée à Ostende en 2021. Et là maintenant, je me concentre sur le volet belge.